Bonjour, je continue mon cours de physiologie de la reproduction avec cette sixième vidéo où je vais traiter le sixième volet qui est physiologie de la gestation. Voilà. Et pour commencer, on va étudier la physiologie placentaire. Placentaire, alors ça vient du placenta, c'est le placenta. Donc justement, à la suite de l'implantation du blastocyste au niveau de l'endomètre utérin, il se forme un organe nommé placenta. Un organe transitoire d'échange entre la mère et son fœtus. Donc ces échanges sont d'ordre respiratoire, nutritionnel et aussi un rôle de protection. C'est un organe endocrine qui assure l'équilibre hormonal durant toute la gestation, permet le développement du fœtus et bien sûr avec des hormones placentaires, donc particulièrement l'hormone gonado-chorionique, la CG, donc chez la femme, c'est l'hormone gonado-chorionique humaine. On est capable, en mesurant l'HCG dans le sang ou dans les urines de femmes, on est capable de justement détecter la grossesse, donc parce que justement cette hormone existe dès le 8e jour de grossesse et aussi pour le suivi de la grossesse. Donc, c'est un test de grossesse qu'on peut faire à partir des hormones, de l'hormone placentaire HCG. Le placenta, c'est un filtre sélectif. Il ne laisse pas passer toutes les substances. Il y a des substances qui passent, il y a des substances qui ne passent pas. Alors, celles qui ne passent pas, elles ont un poids moléculaire supérieur à 1000. Ils ne traversent pas le placenta, tels que les protéines maternelles, les lipides, les hormones, des hormones hypovisaires comme la TSH, la CTH, la GH, l'insuline, et on a l'insuline et le glucagon, donc les hormones pancréatiques, l'insuline et le glucagon ne traversent pas le placenta. Alors, d'autres substances traversent le placenta, elles ont un poids moléculaire inférieur à 100, tels que des immunoglobulines, IgG, les acides aminés, le glucose, les vitamines, les hormones stéroïdes parce que justement leur poids moléculaire il est faible, l'hormone thyroïdienne T4, la thyroxine, l'alcool, le plomb, le mercure, etc., des drogues, des opiacés, les amphétamines, le lithium. Certains médicaments traversent aussi le placenta, tels que les barbituriques et les antibiotiques. Quelle est la fonction endocrine de ce placenta? Eh bien, les sécrétions endocrines placentaires stimulent la fonction ovarienne, permettent le maintien de la gestation, influencent la croissance fœtale, stimulent le développement mammaire et assistent la parturition. La parturition, c'est l'accouchement. La parturition, c'est l'accouchement chez la femme. Bon, la parturition, c'est le terme scientifique. Alors, pour la femme, on parle d'accouchement et pour les autres animaux, les autres femelles de mammifères, on parle de mise bas. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'unité fœto-placentaire, c'est-à-dire il y a même le fœtus participe à certaines synthèses hormonales. Alors ici, on a trois compartiments. Le compartiment maternel, ici le placenta et ici le fœtus. D'accord? Eh bien, c'est la mère qui fournit le cholestérol à partir du sang. Donc, le cholestérol vient du sang de la mère et il passe au niveau du placenta pour synthétiser, pour se transformer en prégnénolone et qui va donner la progestérone. Ce prégnénolone passe dans les glandes surrénales et devient sulfaté. Donc, on a le complexe sulfate de prégnénolone qui va donner le sulfate de DHA. Donc, c'est des dérivés, d'accord? Sulfate de DHA. Le DHA, c'est le déhydroépiandrostérone. Je l'ai marqué ici, déhydroépiandrostérone, d'accord? C'est un métabolite de synthèse, donc qui va être un intermédiaire, donc de synthèse. Voilà. Et donc ça se passe au niveau de des glandes surrénales, au niveau du fœtus, d'accord? Ce DHA sulfaté peut directement passer au niveau du placenta maternel ou alors passe dans le foie, toujours chez le fœtus, passe dans le foie et se transformer en 16-alpha-hydroxy sulfate de DHA. D'accord? Et c'est lui qui va passer dans le placenta pour donner les hormones œstrogènes. D'accord? Ou alors,
indirectement. Il passe directement des glandes surrénales, donne du DHA sulfaté au niveau du placenta et indirectement va donner, donc via l'androstendione, les hormones stéroïdes. D'accord? Autrement dit, il y a une participation dans la synthèse, dans la biosynthèse des hormones stéroïdes placentaires, donc participation du fœtus. D'accord? Pour ces synthèses. Voilà. Aussi, il y a le DHA qui passe de la mère vers le placenta et donne le sulfate de DHA et qui peut aller directement faire la synthèse des hormones œstrogènes. E2, c'est le stradiol 17 bêta. Donc, je n'ai pas marqué 17 bêta, mais en général, c'est le 17 bêta qui est actif, le stradiol. Et E3, c'est le striol. D'accord? Voilà. Quelles sont les hormones de la gestation? La principale hormone de la gestation, c'est la progestérone. Des fois, vous allez trouver l'abréviation P4 pour progestérone ou PRG, progestérone. Des fois, on peut même noter P, ça dépend des ouvrages. Donc, ça, c'est la progestérone. Donc, au niveau du placenta, il y a aussi la sécrétion d'œstrogène, de l'hormone lactogène, de la relaxine qui va être nécessaire lors de la parturition, des prostaglandines aussi qui ont un rôle au niveau de la parturition, des gonadotropines placentaires, aussi des gonadotropines, donc on assiste à des gonadotropines hypophysaires lors de la gestation. Il y a aussi les gonadotropines placentaires. Et bien, les gonadotropines placentaires, ce sont, ce que je viens de dire tout à l'heure, ce sont les CG. Les gonadotropines placentaires, c'est le gonadotropine chorionique, CG, et chez la femme, c'est le gonadotropine chorionique humaine. D'accord? Voilà. Alors, pour les gonadotropines placentaires, il y a les CG que je viens de dire. Alors, ils ont différentes appellations selon les espèces. Alors, la première lettre désigne l'espèce. Comme ici, par exemple, HCG, c'est la gonadotropine chorionique humaine. BCG, c'est la gonadotropine chorionique bovine ou bovine chez la vache. D'accord? Donc, ces gonadotropines chorioniques, ils ont un effet LH. Qu'est-ce que ça veut dire effet LH? C'est-à-dire qu'ils se fixent sur le même récepteur que la gonadotropine hypophysaire. D'accord? Ils ont le même récepteur. Donc, ils ont un effet LH du moment qu'ils se fixent sur le récepteur LH. Il y a aussi ce qu'on appelle la PMSG. C'est quoi PMSG? C'est Pregnant Mare Serum Gonadotropine. Et regardez, là, on a donné la première lettre de chaque mot et c'est ça qui donne l'appellation PMSG. Et PMSG, c'est une gonadotropine sérique, c'est-à-dire qu'on va la trouver au niveau du sérum, donc du sang de la jument gravide. La jument, c'est la femelle du cheval. Gravide, c'est gestante, ça veut dire gestante. D'accord? Gravide, c'est le terme en français, et gestante, c'est le terme scientifique de gestation. Ce PMSG, il a un effet FSH. Ça veut dire que ce PMSG, il va se fixer sur les récepteurs FSH et donc il aura un effet FSH. Donc ça, c'est les gonadotropines placentaires et j'ai cité certaines espèces pour mentionner ces gonadotropines chorioniques, à savoir les CG et les PMSG. Maintenant, l'hormone lactogène placentaire. On l'appelle HPL et c'est la somatomotropine chorionique humaine. Elle est appelée aussi HCS. Elle a une activité lutéotrope, d'accord? Lutéotrope, donc elle va stimuler le développement du corps jaune. Lutéo pour corps jaune, d'accord? Elle a une activité somatotrope. Elle favorise la croissance des dépôts de protéines dans les tissus. Une activité lactogène, donc pour la stimulation de la production lactée. Et elle stimule la croissance de la glande mammaire et la croissance fœtale et aussi intervient dans le métabolisme maternel. Sur ce graphique, je représente schématiquement l'évolution des hormones que l'on trouve au niveau de la gestation chez la femme. Ici, je montre les mois de grossesse, donc de gestation ou de grossesse chez la femme.
c'est en mois, hein, jusqu'au 9e mois, l'âge de la gestation. D'accord? Et ici, les niveaux sanguins, donc les concentrations de ces hormones. Quelles sont les hormones que je représente sur ce schéma? C'est HCG, l'hormone gonadocorionique humaine. D'accord? J'ai marqué ici qu'elle est détectée dans les urines de la femme enceinte dès le 8e jour, dès 8 jours de grossesse. Le 8e jour de grossesse. D'accord? Je représente l'hormone placentaire, lactogène. D'accord? En vert, l'estradiol et en noir, la progestérone. Donc, de façon très schématique, j'attire votre attention sur la concentration d'HCG. Regardez, le pic de HCG est obtenu au 2e mois là. Et donc, la concentration, c'est-à-dire, ou plutôt ce HCG, cette hormone, va exister chez la femme enceinte, surtout au niveau des 3 premiers mois. 3 premiers mois de grossesse, de gestation. Et après, elle diminue, elle est à plat, presque à plat. On n'a presque plus de HCG. Donc les HCG, c'est les 3 premiers mois, d'accord, qu'on va trouver HCG. Maintenant, quel est le rôle de ce HCG? Eh bien, HCG, il stimule le corps jaune, stimule pendant la grossesse, chez la femme, pendant la gestation, d'accord. Chez la femme, elle stimule la sécrétion d'œstradiol et de progestérone. L'estradiol et de la progestérone. Sachant que la progestérone est très importante pour le maintien de la gestation. Les 3 premiers mois chez la femme, cette progestérone est sécrétée par le corps jaune grâce à la stimulation par HCG. Après 3 mois, HCG n'existe plus, presque plus. Et donc, la progestérone, elle ne va plus être sécrétée par le corps jaune. Autrement dit, le corps jaune ne sera plus nécessaire pour la synthèse de progestérone. C'est plutôt le placenta qui prend la relève. Donc, par le chorion du placenta, au niveau du chorion du placenta, eh bien, on a la sécrétion d'œstradiol et de la progestérone. Je répète, les 3 premiers mois, c'est le corps jaune qui sécrète l'œstradiol et la progestérone. Et après 3 mois, c'est le placenta. Et les 3 premiers mois, cette synthèse, oui, d'œstradiol et de progestérone, elle est stimulée par l'hormone gonado-chorionique humaine, HCG. Voilà. À la fin, bien sûr, de la gestation, de la grossesse chez la femme, il y a l'accouchement. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, à la fin, on a la chute de progestérone. Voilà. Ici, on va voir le maintien de la fonction lutéale, donc la fonction du corps jaune par l'embryon. Alors, regardez ici, on avait besoin de ce maintien de l'activité du corps jaune. On appelle ce corps jaune le corps jaune gestatif, alors que dans le cycle, en dehors de la gestation, on parle de corps jaune cyclique. Et le corps jaune cyclique est actif pendant toute la phase lutéale. D'accord? Ici, c'est le corps jaune gestatif. Et donc, on parle de la fonction lutéale du corps jaune gestatif. D'accord? Cette fonction lutéale du corps jaune gestatif, elle est maintenue par l'embryon. Comment? L'embryon, à partir du jour 11 et du jour 21 jusqu'au jour 21, il sécrète une hormone qui s'appelle la trophoblastine. La trophoblastine, l'abréviation c'est OTP. D'accord? Vous allez trouver cette abréviation dans les ouvrages de physiologie de gestation. Eh bien, cet OTP, qu'est-ce qu'il a comme action? Il inhibe les prostaglandines F2-alpha. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait expliqué que là, c'est la prostaglandine F2-alpha, PG-F2-alpha, qui est à l'origine de la destruction du corps jaune, de la lyse du corps jaune, de la lutéolyse. Et donc, la trophoblastine, elle a une activité ou une action anti-lutéolytique. Et donc, elle inhibe l'activité du prostaglandine PGF2-alpha. Comment elle fait
cette activité, comment ça se fait, cette activité inhibitrice? Eh bien, je reprends, c'est le schéma qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, on a vu ce volet-là, le volet stimulateur, c'est-à-dire stimulateur pour la lutéolyse, d'accord? Alors, les agents qui stimulent la sécrétion ou les facteurs qui stimulent la sécrétion des prostaglandines F2-alpha qui est lutéolytique, qui permet la lutéolyse, la destruction du corps jaune. Alors, ça c'est la cellule endométriale. On est dans la paroi de l'utérus, donc au niveau de l'endomètre utérin, la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, c'est l'endomètre utérin, d'accord? Et justement, l'endomètre, c'est une membrane. On a vu ça dans première année, dans le cours de S1 d'histologie. C'est une membrane. Et donc, au niveau vers la cavité utérine, on a le tissu épithélial et en dessous, il y a le tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif de l'endomètre de cette membrane s'appelle chorion. Et c'est au niveau de ce chorion que synthétisé, donc qu'il y a la formation de l'implantation, lors de l'implantation, la formation du placenta. Et c'est pour ça qu'on parle d'hormones gonado-chorioniques, en faisant allusion au chorion de l'endomètre. Donc ça, je ferme cette parenthèse. Eh bien, cette synthèse de prostaglandine, et on avait vu la dernière fois qu'il y a une boucle de régulation via l'ocytocine, d'accord, de synthèse de prostaglandine et qui est stimulée via l'œstradiol. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait la trophoblastine? Elle va inhiber l'activité de l'œstradiol qui est stimulatrice. Elle va inhiber la voie de l'œstradiol, la voie stimulatrice de l'œstradiol. Et aussi, on a la progestérone qui va inhiber aussi la voie stimulatrice de l'œstradiol. D'accord? Alors, juste à titre de rappel, et j'ouvre une parenthèse, progestérone et œstradiol, ce sont des hormones stéroïdes, évidemment. Elles ont un récepteur qui n'est pas membranaire. L'ocytocine, vous voyez ici, c'est un récepteur membranaire. L'œstradiol et la progestérone, ce sont des hormones stéroïdes. Ils ont donc un récepteur intracellulaire. Il n'est pas membranaire. Ce récepteur, les récepteurs des œstrogènes en général, c'est un récepteur nucléaire, on dit de récepteurs nucléaires. Mais d'abord, ils sont internalisés au niveau cytoplasmique. Ils rencontrent les récepteurs intracellulaires. D'abord, ils se lient à un récepteur intracytosolique, d'accord, donc au niveau du cytoplasme, qui est associé à des protéines qu'on appelle les protéines de choc thermique, nommées protéines chaperons, HSP, qui sont à l'état inactif. Et en présence de l'hormone, c'est-à-dire l'hormone stéroïde qui est internalisée, les protéines HSP se dissocient de son récepteur stéroïde qui entre dans le noyau, se dimérise et peut agir sur la transcription des gènes. Donc ça, c'est, je vous le dis oralement, mais je ne vous donne pas le schéma parce que vous aurez ça dans le cours d'endocrinologie et donc et aussi en étudiant les récepteurs hormonaux. Donc, je ferme cette parenthèse, je reviens à mon schéma explicatif. Eh bien, l'embryon sécrète cette trophoblastine qui inhibe la voie stimulatrice de l'œstradiol et la progestérone aussi inhibe la voie stimulatrice de l'œstradiol, soit en agissant directement sur la fixation de l'œstradiol sur son récepteur, ou alors au niveau de l'ocytocine aussi, au niveau de la fixation de l'ocytocine sur son récepteur. Voilà. Et donc, résultat, si on inhibe ces voies-là, eh bien, on inhibe la sécrétion de prostaglandine. Et donc, s'il n'y a plus de sécrétion de prostaglandine, il n'y a plus de lutéolyse, c'est-à-dire que le corps jaune reste actif, il n'est pas détruit. Voilà. Quel est le rôle de ces hormones de la gestation? La première hormone qui est principale, c'est la P ou P4 ou PRG, c'est la progestérone. J'ai marqué ici anticontracturante, c'est-à-dire c'est-à-dire elle inhibe les contractions du myomètre utérin.
Elle inhibe les contractions musculaires du muscle utérin, du myomètre, et donc, ça permet la stabilité de la gestation et donc le maintien de la gestation. Il n'y a pas de contraction, donc il ne pourra pas y avoir expulsion du fœtus. Elle a une action immunosuppressive. Sachez que vous savez bien que immunosuppressive, c'est-à-dire qu'elle va éliminer ou inhiber, supprimer la réaction immunitaire. Parce que quand il y a une gestation, surtout au début, alors cet œuf qui s'implante, eh bien, c'est comme une greffe. Et la moitié de cet œuf, c'est le patrimoine génétique du mâle ou de l'homme, dans le cas de l'espèce humaine. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un corps étranger pour la femme. Et donc, la progestérone va jouer ce rôle immunosuppressif. Autrement dit, il n'y aura pas de réaction immunitaire contre l'œuf qui s'implante. Et donc, voilà, et la gestation continue sans problème. Il y a aussi parmi les hormones de la gestation, l'hormone placentaire lactogène permet un apport nutritionnel, donc stimule l'apport nutritionnel. Il y a donc un autre rôle, le blocage de la synthèse des récepteurs à la prolactine. Les récepteurs à la prolactine. Donc, si les récepteurs à prolactine ne sont pas synthétisés, c'est-à-dire que la prolactine ne va pas se fixer sur les récepteurs et donc elle ne sera pas active. D'accord? La prolactine, elle a un récepteur membranaire. D'accord? Elle ne sera pas active et justement, pendant la gestation, il n'y a pas encore production de lait et ça, on aura l'occasion de le voir pendant la lactation. La prolactine va être active au niveau de la lactation. C'est une hormone hypophysaire, anti-hypophysaire aussi. Rôle biologique de ces gestagènes en général est la principale hormone des gestagènes. Gestagènes, ça vient de gestation, donc les hormones qui sont, c'est-à-dire favorables pour la gestation. Donc, gestagène, on a l'hormone principale, c'est la progestérone. La progestérone. Alors, cette progestérone, j'ai déjà interprété cette diapositive dans les vidéos précédentes, mais je la reprends de nouveau. C'est une hormone stéroïde à 21 atomes de carbone, synthétisée par les ovaires, le placenta et les glandes surrénales, permet l'amincissement de l'épithélium vaginal, agit au niveau de la contraception en inhibant en permettant l'inhibition de l'ovulation, justement, si vous vous rappelez, quand on a interprété le cycle, particulièrement, si vous vous rappelez, donc le cycle de la vache, il y avait un développement folliculaire, on avait vu des vagues folliculaires au niveau de la phase lutérale, et on a dit que le follicule dominant ne peut pas ovuler, il ne peut pas ovuler justement parce qu'il y a la présence du corps jaune actif et qui sécrète la progestérone. La progestérone inhibe l'ovulation via l'inhibition du pic de LH. D'accord? Par la même occasion, c'est la base même de la fabrication ou de la synthèse c'est-à-dire les molécules qui existent dans les contraceptifs oraux, donc le moyen de contraception, il contient ces contraceptifs, ces pilules, la pilule que prend la femme pour ne pas tomber enceinte, eh bien ça contient de la progestérone pour inhiber le pic de LH et donc l'ovulation. Permet la modification des caractères de la glaire cervicale. Donc, lors de la gestation, la glaire cervicale, elle est épaisse, donc, et le col, il est aussi fermé pendant toute la gestation. Et donc, pour éviter la descente du fœtus et donc des accouchements, par exemple, les accouchements prématurés. Voilà, ou des avortements, etc. Elle permet, lors de la gestation, permet l'établissement et le maintien de la gestation justement ce que je viens de dire, donc en établissant un bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus. Il est fermé par ce bouchon muqueux, d'accord? Et lors du cycle, on a juste la glaire cervicale, d'accord? Donc ça permet, ou ça permet aussi, la progestérone permet aussi la descente de l'œuf au niveau des trompes de
de Fallope utérine, stimule la sécrétion utérine, permet le repos de l'utérus, le repos, la quiescence, c'est le repos de l'utérus, le repos du muscle utérin, il n'y aura pas de contraction du muscle utérin lors de la gestation. S'il y a des contractions, systématiquement, il va y avoir accouchement prématuré ou avortement. Donc, il n'y a pas de contraction. Ça permet le repos de ce muscle utérin. Permet le développement des glandes mammaires lors de la gestation et aussi assure la préparation à la parturition. On verra ça dans la vidéo suivante. Les effets généraux de la progestérone, c'est la rétention du potassium et elle permet une légère augmentation de la température. On avait vu ça dans le cycle. À partir de l'ovulation, il y a une légère augmentation de la température qui reste un petit peu élevée tout le long de la phase lutéale. Élevée, c'est-à-dire on a à 37,1, 37,2 degrés Celsius. D'accord? Comparativement à la phase folliculaire où il n'y a pas de progestérone et la température est légèrement plus basse de 0,1 ou 0,2 degrés Celsius. Maintenant, le rôle de la relaxine, qui est aussi une hormone de la gestation, qu'on trouve au niveau de la gestation. Quelle est l'origine de cette hormone? Selon les espèces, soit c'est le corps jaune qui sécrète la relaxine, on trouve ça chez la truie, la femelle du porc et chez la rate, soit c'est le placenta chez la jument, la femelle du cheval, la chienne, la chatte, la femme, soit c'est les ovaires chez en général les ruminants, la vache, la brebis, d'accord, la chèvre. Okay. Alors, la fonction de cette relaxine, c'est le relâchement des ligaments pelviens, l'ouverture du col utérin à la fin de la gestation et le développement de la glande mammaire. Donc, ces deux premiers rôles, c'est à la fin de la gestation que la relaxine va intervenir pour relâcher les ligaments pelviens et faciliter l'accouchement. Et l'ouverture du col. Alors, s'il n'y a pas de relaxine, il ne peut pas y avoir d'ouverture du col utérin à la fin donc, de la gestation pour favoriser le passage du bébé donc, lors de l'accouchement. Justement, vous avez souvent entendu parler d'accouchement provoqué par des hormones quand le travail ne vient pas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de contraction chez la femme qui est vraiment au terme de sa grossesse, eh bien, on provoque l'accouchement. On le provoque en injectant dans le sérum, en mettant la femme sous sérum, en injectant de l'ocytocine pour stimuler les contractions utérines. Donc, c'est de l'ocytocine de synthèse qu'on appelle le syntocinon, mais en même temps, il faut absolument mettre aussi de la relaxine parce que s'il n'y a que des contractions et le col ne s'ouvre pas, ça pose beaucoup de problèmes. Il peut y avoir même des souffrances fœtales et aussi bien la maman que le bébé peuvent être en danger. Et donc, il faut absolument aussi de la relaxine pour ramollir le col utérin et permettre son ouverture. Voilà. Donc, avec ce dernier message, donc, je termine cette vidéo et je vous remercie.